nos objectifs, c'est effectivement de vous faire connaître la série Vivre et travailler que Camilla anime et de vous faire comprendre le marché du travail au Canada à travers le point de vue de certains professionnels. Notre association a 4 sections locales et en fait, maintenant, nous avons un membre du conseil d'administration qui s'est joint à nous des provinces maritimes. Donc, on peut littéralement dire qu'on fonctionne d'un océan à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique. On voudrait éventuellement aller vers l'océan Arctique. On verra, ce sera dans nos projets à notre plan quinquennal. Certainement, on a des représentants qui nous viennent de Toronto, de Vancouver, de Montréal et on a également le plaisir d'avoir avec nous des gens qui ont, dans une grande entreprise de construction de Montréal, fait une étude de cas sur ce que ça représentait d'aller chercher des professionnels français, européens en général, et qu'est-ce qu'on peut s'attendre des deux côtés, du côté de l'employeur, du côté de l'employé. Alors, c'est donc notre agenda aujourd'hui. On va avoir des témoignages sur ces milieux à travers le Canada. On va clavarder un peu. Si vous avez des questions, envoyez-la dans le chat. Et par la suite, on va parler un peu des différents outils de réseautage que l'Association des anciens au Canada est en train de mettre sur pied. Voilà, on va parler un peu de ressources. Et le tout va se terminer à 13 heures. Ça va être l'arrêt formel, comme vous allez l'apprendre, en tout cas dans cette présentation-là. Les heures de repas le midi ne sont pas très longues au Canada. Donc, pour nos professionnels, nos intervenants, il est midi et il est fort probable qu'à 13 heures, ils vont devoir aller à une autre réunion. Donc, ça va se terminer, mais on va rester un petit peu en ligne pour ceux qui veulent clavarder un petit peu plus après. Donc, est-ce que tu peux, voyons, changer la... Voilà. Donc, nos invités, Élodie Bouneau, directrice générale des plateformes au service numérique du gouvernement du Canada, Arthur Macapagal de Vancouver, qui travaille pour la nation Squamish, Marie-Ève Léveillé de Port-Merlot Construction et Godéric Trobe, qui est un spécialiste en communication et relations publiques chez l'Anglo à Montréal, une firme d'avocats, une grande firme d'avocats de Montréal. Donc, là, je n'ai pas le contrôle pour avancer. Oups. Ah, voilà, bien sûr. OK. Élodie, la parole est à toi. Merci, Elisabeth. Salut tout le monde. Je travaille donc, au gouvernement du Canada. Je m'occupe d'un volet très digital. Donc, j'ai des équipes, particulièrement des équipes produits qui travaillent sur des logiciels qui permettent au gouvernement de produire des services pour le public. Donc, on a un portfolio de types de logiciels qu'on développe pour pouvoir aider justement les autres fonctionnaires à pouvoir s'adresser au public et à transmettre le meilleur service possible. Dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, je vais vous dire un peu plus d'où je viens pour aider un peu dans le contexte. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé au Canada et en Australie. Donc, et toujours dans le secteur du digital. Et du coup, il y a des spécificités qui sont différentes de la France, mais il y a aussi des spécificités qui sont spéciales au Canada, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a des choses que les Français font que personne ne fait et il y a des choses que les Canadiens font qui est différent d'ailleurs. Donc, on a un peu tout mis dans le même panier, mais je pensais que c'était important de faire la distinction en amont. Je vais aussi dire que moi, j'ai beaucoup travaillé plutôt à Toronto, plutôt qu'à Montréal ou à Vancouver. Et ça, c'est aussi une spécialité parce que les villes ont vraiment des vibes très différentes et des avantages, inconvénients qui sont un petit peu différents au Canada.
Donc, particulièrement à Toronto, une des choses qui est un peu remarquable et qui est extrêmement différente de la France, c'est que c'est une ville d'immigration. Donc, au lieu en France où en fait les immigrants sont un peu, c'est un peu le cas particulier, on va dire, c'est ce qu'on remarque. À Toronto, tout le monde est un immigrant. La singularité, c'est d'être quelqu'un qui est là depuis 2 générations. Quand on habite ici, nos amis sont de partout, vraiment partout. Il y a d'Inde, d'Asie, de partout dans le monde. Et du coup, ça crée un groupe de personnes qui sont là pour s'intégrer. Et quand tout le monde est là pour s'intégrer, ou la grande majorité, la vie est très différente. Donc, on n'est pas dans une situation qui est vraiment différente d'ailleurs à Montréal, où l'identité québécoise est vraiment plus forte et où l'immigration se passe un petit peu différemment. À Toronto, c'est vraiment tout le monde est là pour bosser ensemble. On sait tous que les niveaux d'anglais sont hyper disparates. Mais comme on est tous là un peu, on arrive, machin, on essaye d'y arriver, les gens sont plus adaptables et en plus la volonté d'être sympa et d'aider même quand il y a une petite barrière de la langue. Elias, ouais, merci, c'est cool. Alors que c'est vrai qu'à Montréal, quelqu'un qui parle pas hyper bien français, on va l'aider, mais clairement ça va le différencier en fait du reste de la société. Alors qu'à Toronto, c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas. Ensuite, en restant dans les communications, et ça, c'est plus une différence où la France, c'est l'exception, particulièrement par rapport au monde anglo-saxon. Alors, bien sûr, je reste sur ce monde-là où moi, j'ai travaillé. Je ne saurais pas vous donner du feedback par rapport à des différences avec, par exemple, l'Asie, où je n'ai jamais mis les pieds professionnellement. C'est une question de formalisme. Donc, en fait, en France, on est quand même très, très formel. C'est pour encore avoir affaire à l'administration française, c'est beaucoup des madame, monsieur, les emails sont hyper formatés. Enfin, c'est vraiment comme on nous apprend à Sciences Po, quoi. C'est dans l'écrit, voilà. Alors que c'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, donc tous les pays où je suis allée, en tout cas, se répondent à ce critère-là. L'accent est plutôt mis sur est-ce que l'information est bien passée? Est-ce que le message est bien passé? Est-ce qu'on était dans l'efficacité? Est-ce que vraiment on a réussi à faire ce qu'on voulait? Plutôt que cette espèce de Madame Machin, est-ce que vous approuvez? Enfin, c'est vraiment, on n'est pas sur ce modèle-là, en fait. On est sur vraiment, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens fonctionnent ensemble? Plutôt que d'être sur ce côté très formel, un peu institutionnel qui reste beaucoup en France. Je suis au gouvernement depuis un peu plus d'1 an et on pourrait se dire que c'est très formel, le gouvernement. Après, Elisabeth vous le dira, parce qu'elle a été au gouvernement aussi. Je suis dans une partie du gouvernement qui est un peu spéciale, où genre on met les gens qui sortent des startups et où on est très, très comme ça, on est très casual. Mais c'est vrai que même là, c'est cool, quoi. On est là pour bosser, on n'est pas là pour faire des ronds de jambes aux autres, quoi. Donc, il y a peu de hiérarchie. On est juste là pour faire le taf et que ça marche. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une grosse différence. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller dans le milieu anglo-saxon, et je parle anglo-saxon occidental, si vous passez des entretiens, il vaut mieux être dans l'action et dans l'efficacité et dans la communication active plutôt que le côté très diplôme, formalisme, toutes ces choses-là. Le diplôme compte bien moins à l'étranger qu'en France. C'est vraiment, à part si vous avez fait une grosse Ivy League, genre Harvard, Stanford et compagnie, oui, bien sûr, là, ça vous donne un avantage, mais franchement, partout ailleurs, même type INSEAD, à part si vous allez dans des cabinets de consulting, ça compte très, très peu. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez fait, quelle est votre personnalité, initiative, tout ça. Par contre, un truc vraiment cool qu'on a reçu de Sciences Po et qui vous servira à l'étranger. Alors attention, là, c'est vraiment l'avantage concurrentiel de Sciences Po qu'on garde toute notre vie. C'est vraiment la méthode Sciences Po. Alors, vous vous souvenez, enfin, je ne sais pas si on a encore des gens qui sont à Sciences Po en ce moment, mais le côté
introduction en plusieurs parties, développement, thèse, antithèse, conclusion, ouverture. Ça a l'air bête comme ça, mais en vrai, rappelez-vous de ça parce qu'il ne faut pas l'appliquer à la lettre, mais d'avoir ce raisonnement, ça va vous mettre vraiment au-dessus du panier par rapport à vraiment l'immense majorité des gens sur le marché du travail. Parce que ça donne un fil rouge de pensée qui n'est pas enseigné dans vraiment plein d'institutions. Et du coup, l'apparence d'une structure renvoie vraiment un aspect de confiance. Donc, vraiment, c'est de penser que quelqu'un a une pensée structurée, ça donne confiance en cette pensée. Donc, vraiment, je vous encourage à garder ça en tête si vous déménagez, si vous allez à l'étranger. C'est vraiment un truc qui vous servira toute votre vie. Alors, écrivez pas 8 pages, hein, mais dans l'idée de garder ça, c'est vraiment ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment été utile, même jusqu'à aujourd'hui. Je vais finir sur le rythme de travail. Et je dis ça en n'ayant honnêtement jamais bossé en France vraiment de longue période. En France, on est quand même sur des rythmes de travail qui sont un peu plus longs. Enfin, en tout cas, les amis que j'ai en France, et vous me direz après si vous avez des retours différents. C'est très, on reste longtemps au travail le soir, on trime, on fait des emails le week-end, machin. Dans le milieu anglo-saxon, c'est quand même un peu plus light. Genre, on bosse beaucoup, mais enfin, moi, à 6 heures, je ne suis plus au travail, quoi. Donc, ce n'est pas un problème, c'est normal. C'est très intense quand on y est. On a peu de pauses déjeuner, on est là vraiment. Mais par contre, on a quand même plus moyen qu'en France d'avoir une vie après le travail. Et ce qui est valorisé, ce n'est pas l'heure que tu passes à ton bureau, c'est vraiment plus le côté qu'est-ce que tu as amené, en fait. Donc, c'est quelque chose à savoir. Vraiment, on est plus dans qu'est-ce que vous avez produit, que combien de temps vous avez été là, et combien de réunions vous êtes allés, et combien d'emails vous avez envoyés. Donc voilà, quelques retours d'expérience. Je pense qu'on aura du temps pour des questions après, mais je vais repasser la parole. Et s'il y en a qui veulent mettre des questions dans le clavardage, on va avoir une période un petit peu plus tard, là, après nos intervenants, pour faire un peu de clavardage. Mais en attendant, on va passer à notre prochain. Merci beaucoup, Élodie. Arthur est à Vancouver et Arthur va nous faire son intervention en anglais, mais il peut passer d'une langue à l'autre. Mais effectivement, le Canada est un pays formellement bilingue. À toi, Arthur. Merci, Elisabeth. Bonjour à tous. Maintenant, c'est toujours 9h20. C'est toujours le matin ici à Vancouver. Comme Elisabeth a dit, je vais continuer en anglais parce que mon français, c'est un peu faible, alors désolé. My name is Arthur McCapigal. I'm the program manager for the Squamish Nation out here on the west coast of Canada. The Squamish Nation is an Indigenous government that spans 690,000 hectares across most of Metro Vancouver up into Squamish and Whistler area. And my role within the organization is program manager for the Rights and Title Department, in which I help facilitate the assertion of the nation's rights and title on lands that have previously been unceded and belong to or have been claimed by the either federal government of Canada or the provincial government of BC. And so there's a lot of intergovernmental work that is required of our role in ensuring that what happens on the lands are in line with the values of the Squamish Nation people, which number about 4,500 people. So I'm a Sciences Po alumni from both 2008, 2009. I did a programme d'échange during my undergraduate years. And then I came back for the Master d'Affaires Publiques. It was a 2-year program at that point in time for young professionals from 2014 to 2016. And there I completed my master's there in Paris. And in terms of work and background, my context is pretty much a Vancouver native. I've grown up here and have also worked in Toronto
a little bit in Paris, so I can't give too much of a comparison there, but mainly Toronto and Vancouver, which as Elodie had mentioned earlier, there's quite a bit of differences therein. And so I can speak a little bit to that if there's anyone that's interested in coming to Canada and really trying to decide what place is a right fit for them. I've worked in Toronto in more sort of the investigative due diligence finance side. So that's a very particular industry as well, which is in and of itself particular to other sectors. And then in Vancouver, I have about 5 to 10 years of experience in more of the urban public policy development, having worked previously for the Greater Vancouver Board of Trade, a Downtown Vancouver Business Improvement Association, and now currently with the Squamish Nation. So for the purposes of this conversation, I can go through some of the points here. Much of what I'm going to talk about will echo a lot of what Elodie had said, I guess more in English now, and a bit again with a bit of a Western Vancouver flair. So in terms of cultural differences, communications is quite different from that of France. Vancouver, as well as Toronto, and I think Canada in general, has a reputation of being ultra polite, and it's a reputation that I think tends to be based on some truths. In work, it's always important to be somewhat choicey and careful with words, if not words that you use, the words that your boss might use. If they say something as, that's okay, that's not to mean that it is satisfactory, but rather it needs improvement. We tend to sort of use hyperboles or words that have that might mean sort of more than in other contexts. So those are things you're going to want to be quite aware of. So just because a boss might say something is good, you're going to want to really try to understand whether or not they want you to work harder on it for it to be excellent, or if it is in and of itself acceptable. Exactly. The art of understatement is key. It does cause for some difficulties, but this kind of bleeds into the importance of having a good dialogue and conversation with your leadership and your bosses. So this kind of comes into the next part here, the formality and teamwork. So in terms of hierarchy, there is obviously levels of hierarchy, but at the same time, there's a growing trend, at least in places where I've worked, which places the importance of getting things done and getting things done properly and effectively and efficiently. So if that requires you to have discussions with your boss or your boss's boss in a collaborative environment, then that is something that can happen very easily and is not something that you have to go through a lot of sort of red tape to book those kind of meetings. A lot of the times I use the expression that my colleagues and staff make fun of me for, but teamwork makes the dream work is something that I continue to say all the time. And I think it's something, again, we all understand that we're all in this together. There are times where we are working longer hours than normal. And it's just everyone sort of having each other's back. But again, this is the importance of really understanding the team that you're going into, understanding how they communicate, understand the way in which you're able to work together is key there. One of the points here that I had talked about and we had talked about earlier at the top of this conversation was other sort of customs. So formality such as punctuality is something that is valued. It's a lot of the times it's taken for granted. So when people are actually late, it's a lot more pronounced just because everyone expects things to start on time and ideally end on time. The style and pace of work within at least a lot of the work that I do, probably more in Toronto than in Vancouver, is there's a lot of work all of the time and there's not too much space for breaks. And so if things do not start or end on time, that then has a ripple effect for next meetings or preparation time. It becomes reduced for a subsequent meeting. And now with Zoom sort of taking over, people are able to cram 6-7 meetings a day as opposed to maybe the 2 or 3 because of the travel time. So those aspects are extremely sort of valued. And again, because they are taken for granted, when people sort of
miss one of those, then it becomes a bit more pronounced. So it's a little tip there for anyone that is interested in sort of exploring working in Canada. As it relates to pace of work, I can talk a little bit about this again in terms of the difference between Vancouver and Toronto. So as Elodie had mentioned, Toronto is a very specific case. We call it the New York of Canada, and I am sure that Torontonians and did not like hearing that when I was living there, calling it that. But it is something that that Canadians call it for the very reason that it is a work hard kind of city, especially in the finance industry. We were working from 8 till 7. And if you were to leave anytime earlier than 6, you would kind of get some stares from some of your colleagues. It might have changed since then, and that was also a very particular space. But Toronto, I think, it tends to be known for that, as they do drive a lot of the Canadian economy. The West Coast has a bit of a different reputation, and it is, again, based on a level of truth. In the West Coast, there is a lot more emphasis on sort of the work-life balance. So although your day might be very crammed with work, your weekends and your evenings are very much dedicated to exploring the outdoors. Anyone that's sort of seen images of what Vancouver might look like can have an understanding of why that might be. We're surrounded by oceans, mountains, beaches, just amenities, natural amenities that span the full coast there. So that's sort of an important distinction that I had picked up on. And so the workplaces also understand that and value that, and more are trying to build that into benefits packages to allow for flexible working so that people are able to accommodate a more work-life balance. As it relates to the Sciences Po method, I think this is something that is extremely important, although will probably show up more in the background work that people do as opposed to the final product. So, there is no partie A, partie B, partie A, oui, mais non, and all of that fun stuff. But it does allow people to train their minds when you're developing an argument or you're writing memos on all of the different perspectives and ways in which one should look at an issue or an item, so that they are then prepared. And so although it will appear different in the final product, such as a memo or papers, it does allow that product to be a lot more fulsome. And so it's an important thing to value there. One of the things I hadn't talked about, but I thought was of great value as well, was the fact that, having practitioners teach at Sciences Po also helps you to start to understand how you discuss and interact with that. I know in some of the classes that I was in, where it was sort of smaller informal classes, it gives you an understanding of maybe how you're able to interact with your bosses as well. If you can pick up on sort of thoughts of times where you had great sort of practitioner teachers and the interactions you had with them, it may mirror sort of some of the potential interactions you're able to have with your sort of superiors here in Canada. That being sort of somewhat of an informal discussions, but at the same time sort of a formality that sort of underlies it, or a respect rather. I'll probably end there just because I've just chatted probably longer than I should have. That's great, and we'll come back to you, Arthur, during the question and answer period. That does give us a very distinct flavor for what the West Coast is. I think being relaxed is understood in the East as the Vancouver disease. That's what I was told when I considered moving to Vancouver. Be careful, you may catch the Vancouver disease. Yeah, we tend not to, people that move here just stay here. So that's something to be mindful of for sure. Okay, now we'll move on to somebody who has a very, very practical experience in the construction industry in Montreal, and whose industry has a vested interest in attracting and retaining
European talent. And I'm happy to introduce Marie-Ève Léveillé. Marie-Ève, qui est chez Pomerleau Construction et qui, avec un de ses collègues, participe à l'élaboration d'un plan de manière à retenir les talents de différentes professions qui viennent d'Europe. Marie-Ève, la parole est à toi. Merci. Alors, je vais compter sur toi pour faire avancer les diapos. Alors, bonjour. En fait, aujourd'hui, on vous propose une forme d'étude de cas sur la compagnie Pomerleau. Moi, j'ai gradué de Sciences Po en 2003. Ça date pas d'hier. Et c'est sûr que je peux difficilement venir vous expliquer qu'est-ce que c'est vivre et travailler au Canada, parce que bon, je suis canadienne. Alors, je n'ai pas eu de choc culturel en venant vivre à Montréal. Par contre, on a à l'interne une équipe structurée en recrutement en Europe, et vous allez voir particulièrement en France. Et celui qui préside cette mission-là, c'est mon collègue Thierry Lefebvre. Ce n'est pas un ancien de Sciences Po, mais c'est un Français. Donc, on se rejoint. Je pense que le sujet devrait être quand même assez maîtrisé. Alors, on peut y aller, Elisabeth, on peut passer à la première diapo. Peut-être rapprocher le micro. Oui. Rapprocher le micro, Oui. parce qu'il y a un petit bris là, dans le son. OK, parfait. C'est mieux comme ça? Oui. Oui, OK. Alors, plan de travail, rapidement, on va regarder qui est la compagnie à l'étude. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui a motivé Pomerleau à se structurer et à recruter activement à l'international. On va regarder un peu les statistiques, nos constats qu'on trouve très encourageants. Puis, les facteurs de réussite. Vous allez voir, on ne détient pas la vérité. Par contre, nos facteurs de réussite, on est allé les chercher par des témoignages de nos collègues français qui travaillent chez Pomerleau. Alors, on pense quand même que c'est un bon indicateur. Et un peu comme Arthur et Élodie le mentionnaient, la méthode Sciences Po, là, moi, quand j'ai fait le grand oral à Sciences Po, c'était 2 parties, 2 sous-parties. Là, on y va avec 4 parties. Alors, on fait un peu preuve d'audace ce matin. Alors, passons à la prochaine diapo. Donc, Pomerleau, c'est une compagnie de construction, c'est un entrepreneur général, fait du bâtiment, des travaux civils, ponts et chaussées, fait les travaux publics, les appels d'offres publics et du privé également. Ça fait plus de 60 ans que la compagnie existe. C'est une compagnie qui est détenue par une famille, la famille Pomerleau. On a des bureaux de Halifax à Vancouver, donc clairement pan-canadien. Plus grande compagnie de construction au Québec, 4e plus grande au Canada. On parle de 4000 emplois ici. Un carnet de commandes de plus de 5 milliards de dollars, en fait, même près de 6 à l'heure actuelle. Et donc, voilà. Puis, on a aussi certaines divisions en éolien et en solaire qui ont des visées américaines, de descendre vers le marché américain. Je voulais, en fait, vous parler. On fait tous les types de projets, mais parmi nos projets forts, je vous en ai listé quelques-uns, puis je vais insister peut-être ici sur le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, où nous sommes en partenariat avec Vinci et Dodin, qui sont 2 grandes firmes françaises. Peut-être ça vous dit quelque chose, mais c'est des firmes françaises, mais internationales. Et Annacis Island Water Tunnel à Vancouver, Arthur. Et donc, c'est en partenariat avec Sol Étanche et Bessac, encore une fois, 2 grandes entreprises françaises, certainement des leaders en travaux de tunneliers dans le monde. Donc, on a, chez Pomerleau, un grand attachement à collaborer avec les Français. Et également, dans nos rangs, nous avons des employés qui viennent de chez Bouygues. Alors, l'industrie de la construction et la France pour Pomerleau, on commence à connaître ça. Prochaine diapo. Alors, depuis quelques années, la compagnie est en très forte croissance, une croissance difficile à suivre même. Et donc, on expérimente des pénuries. Puis en fait, toute l'industrie en ce moment vit une pénurie. Puis évidemment, avec la pandémie, je pense que plusieurs industries le sont, mais la construction, ça fait déjà bien avant la pandémie. Ah bon. Et donc, le besoin d'innovation, de connaître d'autres idées, d'autres façons de faire pour pouvoir dominer, en fait, conquérir le plus possible le marché canadien. On a structuré l'effort de recrutement à l'étranger
Et on a mis en place, c'est ça, un département avec Thierry ici à droite et son collègue Vincent, qui sont tous les deux français, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et qui a pour objectif de se doter des meilleurs talents internationaux pour soutenir notre croissance. Ce n'est pas un petit objectif, ça, mon ami. Mais donc, on a structuré l'effort pour aller à l'étranger. Et ça implique c'est-à-dire des gens et il faut qu'on s'adapte à ces gens-là. Et prochaine diapo, donc, je crois que j'avais un peu déjà exposé ça. Donc, on a de plus en plus de très grands projets complexes. On a besoin de compétences techniques très recherchées, une main-d'œuvre qualifiée, expérimentée. Puis c'est sûr que bon, on va voir que la France, c'est notre principal bassin. Puis on a au moins un facteur facilitant, c'est la langue. Donc, c'est pour ça qu'on recrute de plus en plus. On recrute à l'international essentiellement. Prochaine diapo. Alors, quelques statistiques. Alors, voyez-vous, depuis 2017, on recrute dans 22 pays. Mais finalement, sur 78 recrutements, il y en a 77 en France. Hein? C'est quand même, le lien est quand même très clair. Différents profils. Thierry, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, les profils et nos départs aussi, surtout. Oui, enfin, les profils, principalement, c'est des personnes, des ingénieurs civils, principalement, qu'on a recherché dans les 78. La majorité sont des ingénieurs civils, parce que les projets de Pomerleau deviennent de plus en plus complexes et deviennent de plus en plus majeurs et complexes. Et donc, cette expertise qu'on va chercher donc, à l'international, ce sont des personnes d'ingénieurs civils qui ont justement une expertise derrière eux, des seniors qui ont travaillé partout à travers le monde sur des projets vraiment d'infrastructure, de tunnels, de barrages ou autres, qui nous apportent justement cette expertise-là pour faire donc, nos projets actuels et futurs. Il y a quelques postes aussi qu'on a été chercher en parallèle aussi, communication, marketing, également aussi qu'on est allé chercher, en parlant encore des seniors principalement. Le master droit du travail, ressources humaines, informatique, modélisation. C'est ça, exactement. Également, on a eu sur 78, on a eu des départs. 3 départs, oui. 3 personnes qui ont quitté principalement parce que c'est la famille qui manquait. Je pense qu'il y avait, sur les 78 personnes qu'on embauche ici principalement, on voit il y a toujours une période un peu à travers l'année ou à travers ici un an, ça peut prendre quelques mois, quelques semaines, où c'est qu'il y a un peu, on parlait vulgairement, là on frappe le mur. Là. Je pense qu'à un moment donné, c'est la réalité qui rattrape. Et des fois, oui, il y a des familles qui se créent ici. Des fois, un couple qui arrive ici ou un enfant. Donc après, ça peut avoir les grands-parents par la suite aussi, qui est un peu plus difficile. Donc ces 3 personnes-là étaient dans la famille manquait avec le petit enfant qui est arrivé par la suite. Les grands-parents sont loin, ils sont en France, les oncles, les tantes, les autres cousins. C'est sûr que là, puis la pandémie aussi, bien sûr, les gens ont été coupés et finalement, ils n'avaient même plus l'opportunité, ou en tout cas difficilement, de retourner. C'est vrai que ça n'a pas aidé non plus, en effet. Autant des fois, nous, on est quand même le Québec est quand même pas mal dans l'est du Canada, donc c'est proche quand même de la France aussi en avion, c'est 6 heures, c'est pas très long aussi. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même la pandémie est venue en effet accentuer la solitude. Oui, exactement. Et mes prochaines diapositives, on vous a fait un peu un listing des postes que nos collègues français occupent chez Pomerleau, très variés. Ça va de la vice-présidence du grand projet, la déconstruction du pont Champlain, et sous la gouverne d'un vice-président qui vient de chez Bouygues. Vous avez des directeurs de projet, des gestionnaires stratégiques de projet. Vous avez des directeurs, comme toi, en talent, culture, leadership, ressources humaines, chef d'équipe, graphisme, communication, donc quand même très varié. Puis ça, c'est un échantillonnage. On a d'autres gens dans l'entreprise qui occupent des postes intéressants. Alors ça vous donne un aperçu. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? On a depuis 2017, dans le fond, qu'on a une certaine expérience, on a un certain départ. C'est quoi les facteurs de réussite? Alors, prochaine diapo. Là, Thierry, toi, tu peux témoigner davantage là-dessus sur certains constats, là, un facteur externe qui est le délai de traitement des demandes. Oui, en effet, avant pandémie, je pense que le délai déjà des traitements de demandes était assez élevé. Mais depuis
depuis le 13 mars 2020, là, ça a explosé complètement au niveau des demandes. Il y a eu même l'immigration s'est arrêtée à un moment donné à fermer complètement, à geler tous les dossiers. Donc, avec le retard qui était déjà accumulé, plus la COVID qui a frappé aussi, l'immigration est repartie, mais maintenant, ce n'est pas du retard qu'il y a, c'est extrêmement de retard qu'il y a pour le traitement des dossiers. Donc, et puis là, dernièrement, c'est ça, on a eu l'information comme quoi le gouvernement, justement, l'immigration donnait la priorité actuellement aux réfugiés afghans et aux détenteurs de permis en cours, ceux qui sont au Canada actuellement, qui ont des permis qui vont devoir se renouveler. À eux, c'est vraiment la priorité actuellement. Donc, les dossiers qui sont en attente à l'étranger sont retardés. Encore une fois, et les frontières aussi, avec les fermetures de frontières aussi, ont eu pour effet d'augmenter ces délais. Donc, le facteur d'extrême importance qu'il y a actuellement en ce moment, malheureusement, c'est ça. C'est les délais au niveau d'obtenir un permis. Puis aussi, parmi les témoignages recueillis chez nos collègues français, c'est qu'il y a quand même vivre et travailler au Canada, il y a 3 niveaux. Il y a comme 3 niveaux de culture. Vous avez la culture du pays et de la province. Je pense qu'Arthur, il l'a dit aussi, on parlait justement, les élections nous sont aussi un beau témoignage de ça, qu'il y a certaines différences entre les provinces sur les valeurs et les aspirations. Il faut, l'industrie de la construction elle-même, c'est une industrie qu'il ne faut pas se cacher. Je pense que c'est une industrie à prédominance masculine blanc. C'est un constat, je pense qu'on peut faire honnêtement. Et je ne sais pas comment c'est en France, mais la construction en général, c'est blanc et masculin. Mais, Pomerleau, la culture de Pomerleau, c'est une compagnie familiale très grosse, qui a ses propres valeurs, qui gouverne en fonction des valeurs de la famille. Et donc, c'est un 3e niveau de culture là, auquel il faut s'adapter. Donc, ce qu'on mentionnait en conclusion, là, ce que nos ressortissants nous disaient, c'était la langue commune, la compétence, l'expérience, ça ne fera pas tout. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que, hop, ça va réussir, c'est sûr, le jello va prendre. Prochaine diapo. Quand on se met à 4000 pieds, ce que les gens nous disaient, c'est que, comme Français qui vient particulièrement s'établir au Québec, parce que c'est sûr que Pomerleau est pan-canadien, mais le cœur, le plus gros marché, c'est le Québec. Oui. Il faut un peu devenir, ou en tout cas, il faut s'implanter dans une culture nord-américaine de langue française. On pense qu'on arrive à Montréal, on visite le vieux Montréal, et puis on reconnaît un peu d'architecture et tout ça, mais c'est ça. Le mode de vie est très plus américain qu'européen, 200%. Là, je pense que. Donc, surtout dans le travail, c'est ça. Puis je pense qu'elle a dit, puis Arthur en témoignait aussi également. Puis aussi, ce qu'on nous a dit, c'est il faut qu'il y ait une prise de conscience des deux côtés. Il faut que celui qui arrive, puis l'employeur, fasse des efforts pour se rejoindre, pour que ça fonctionne, puis pour qu'on maximise, qu'on optimise la venue de la personne, qu'elle soit heureuse. Voilà. Oui, on a presque fini. Prochaine diapo. Voilà. Alors, du côté Pomerleau, rapidement, ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis quelques temps, on est en initiative de diversité et inclusion. On a des consultants externes qui viennent nous conscientiser sur les luttes, sur les biais, sur comment lutter contre les biais. On développe des liens forts avec des associations qui peuvent aider les Français qui viennent s'installer, comme Fleur de Lys, on vous donne un exemple là. On tente de sélectionner les candidats en prenant évidemment en compte leur situation de famille, que si les gens ne sont pas des électrons libres, vont avoir des racines en France. Il faut le prendre en compte quand on les sélectionne. Puis aussi, beaucoup de gens viennent pour des grands projets, puis on reste sous l'impression qu'une fois le grand projet terminé, une fois le tunnel fait, les gens vont se retourner chez eux. Mais si on propose un plan de carrière rapidement parce qu'on veut les garder, ça, c'est un élément clé pour qu'on garde notre main-d'œuvre et nos grands talents internationaux. Puis pour conclure, dernière diapo. Voici, ça c'est nos témoignages de nos collègues français qui nous ont dit, quand on arrive pour vivre et travailler au Canada, il faut accepter que les choses se font différemment au départ. On ne peut pas arriver et dire, ben moi je change tout ça. Il faut vraiment prendre 2 pas en arrière, pour ensuite faire 3 en avant. Il faut se mettre tout ça en mode éponge.
faire preuve d'humilité, accepter qu'on ne contrôle pas tout, puis que oui, on va vouloir en implanter des changements puis optimiser des choses, mais il faut prendre son temps là-dessus. Et mettre en valeur son passé, exactement, tout en ajoutant de la réalité. Et voilà. Donc, ça faisait un peu le tour. C'est une étude de cas pour réflexion. Très intéressante et connexion avec la réalité du milieu du travail dans une grande entreprise. Et je vous remercie beaucoup d'avoir tiré les réflexions de votre expérience systématique à accueillir comme ça des professionnels de l'autre côté de l'Atlantique. C'est très, très utile. On va sûrement revenir à vous pendant la période des questions, mais j'aimerais maintenant passer la parole à Godéric Trobe, qui a intégré, qui lui aussi est arrivé et qui a à la fois compris les mécanismes d'accueil à travers l'Association des anciens de Sciences Po et spécifiquement les anciens du Canada, et qui nous a beaucoup aidé dans les 2-3 dernières années à développer ces mécanismes d'accueil à travers la plateforme LinkedIn. Donc, je passe la parole à Godéric, qui va commencer par nous donner ses propres impressions sur l'intégration culturelle, mais qui ensuite va nous faire une démonstration des ressources qui sont disponibles à travers LinkedIn. Godéric? Oui, alors, je veux bien la suivante diapo. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est possible de réussir sur son intégration au Canada. Oui, il y a eu la pandémie, mais les frontières sont réouvertes. Le ministère de l'Immigration a réouvert le programme du PVT. À l'époque où j'ai postulé, il y avait 30% de chances de l'avoir. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près autant de demandes qu'il y a de places disponibles. Donc, c'est un programme qui est valable pour les jeunes entre 18 et 35 ans et qui vous permet d'avoir un permis de travail pour travailler dans n'importe quelle industrie au Canada. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est aussi un message d'espoir et d'audace. Parce que quand on arrive au Canada, personne ne nous connaît, on ne connaît personne. L'école Sciences Po, effectivement, est assez peu connue. Moi, quand j'arrivais, on me disait « Ah oui, c'est comme le programme Sciences Po à l'UQAM, une faculté réputée plutôt à gauche de sciences politiques à Montréal. » Fait que je dis là, ben non, c'est quand même une grande école, c'est un peu comme Harvard, mais non, en fait, ce qui m'a aidé, c'est déjà d'expliquer. Il y a aussi tout un vocabulaire, c'est une université reconnue, internationale, dans laquelle il y a plusieurs disciplines, mais aussi effectivement de connaître des gens au Canada, comme Marie-Ève, qui sont canadiennes, ou des gens français qui sont passés par Sciences Po, qui connaissent cette école, qui savent qu'elle a formé les meilleurs un peu professionnels, les meilleurs cadres dans leur domaine. Ça peut aider dans votre intégration. Quand vous verrez au Canada, plus qu'ailleurs encore, le réseau est indispensable. Et c'est même une activité en soi, le réseautage. Avant la pandémie, il y avait tout le temps des 5 à 7, des apéros où on venait juste pour parler aux gens, pour rencontrer des gens, pour parler de son projet, pour essayer de faire des connexions. Avec la pandémie, ça a encore renforcé le côté virtuel. Donc, d'où la nécessité d'avoir un profil LinkedIn. Enfin, c'est un peu la carte d'affaires 2.0 dans laquelle on peut présenter son projet, établir des contacts et les entretenir. Parce que ce n'est pas tout d'ajouter toujours des contacts, mais il faut aussi être capable de les entretenir, de susciter l'intérêt des personnes pour qu'elles puissent vous transmettre des opportunités du marché caché. Être présent sur LinkedIn, ça vous permet d'avoir accès à l'actualité de votre industrie. Vous pouvez suivre M. Pomerleau, Pierre Pomerleau, vous pouvez suivre l'entreprise Pomerleau, vous pouvez avoir accès, vous tapez les noms des fonctions, des postes qui vous intéressent et vous avez accès à l'actualité de ces personnes-là. Ça, c'est la première étape. Est-ce que tu peux nous montrer? Je vais vous le montrer juste après. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire pour vous informer. La deuxième chose, c'est d'établir des relations intelligentes avec des personnes dans des postes qui vous intéressent et en commençant par les anciens de Sciences Po.
c'est-à-dire d'être mis en relation, d'établir des mises en relation. Je relis dans mes slides, oui, je parle aussi des références. Hein, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. La recommandation, pour que quelqu'un vous recommande, il faut qu'elle vous connaisse à minima. Il faut qu'à minima, vous suscitiez la confiance, l'intérêt. Et il faut aussi adopter un style assez pragmatique. Ça, c'est plus ce que disait Élodie au niveau du marché canadien, de ne pas avoir trop d'émotions. On peut être embauché très rapidement. On peut aussi se faire licencier du jour pour le jour de même. Fait que pas trop d'affect. Je vais passer à la diapo suivante. Donc là, je présente notre groupe. En fait, on a un groupe LinkedIn Alumni Sciences Po Canada qui regroupe toutes les personnes idéalement qui sont au Canada et qui souhaitent se mettre à disposition de rencontrer d'autres anciens ou d'autres nouveaux arrivants au Canada. C'est un groupe sur lequel on partage aussi de l'information sur l'association. Et donc, le programme qu'on a mis en place, c'est le programme Welcome Buddy, camarades d'accueil. Il y a des anciens de Sciences Po qui se sont proposés comme ressources pour faire des entrevues informationnelles avec des nouveaux arrivants et que vous pouvez les identifier avec le logo là qu'on a mis à l'écran. Et de la même manière, si vous êtes intéressé de venir au Canada, si vous avez des questions sur une industrie en particulier, on vous invite à nous écrire pour nous faire part de cette demande. Et puis nous, on se chargera de la mettre à disposition de la personne la plus adéquate par rapport à votre demande. Il ne faut pas seulement que vous arriviez vous pensiez que ça va de soi qu'on va vous aider. Il faut mettre un minimum les formes. Il faut montrer que ça s'inscrit dans un projet, c'est-à-dire qu'il faut une question il faut quand même être à minima précise. Si c'est juste, c'est quoi les opportunités au Canada, ça va être difficile de vous aider. Si c'est une question par rapport à l'industrie de la communication, par rapport à l'industrie de la construction, déjà, ça va nous aider. La ville aussi, est-ce que c'est Vancouver, est-ce que c'est Montréal? Ça va, plus votre demande, votre projet va être élaboré, va être précis, plus ça va être facile pour vous aider. Et plus vous allez travailler sur votre projet, rencontrer des gens, au fur et à mesure, vous allez aussi l'affiner. Donc, c'est une démarche gagnant-gagnant. Je pense que tu nous montres également un peu Oui, dans la diapo suivante. C'est ça, donc pour pouvoir être dans une démarche de mise en contact, d'abord d'avoir un projet clair, voilà, être capable de formuler ce qu'on cherche ou ce dont on a besoin. Ensuite, identifier sur LinkedIn une personne ressource. Idéalement, avoir le réflexe de passer par le réseau des anciens pour solliciter cette mise en relation. Bonjour, voilà, j'espère que tu vas bien. J'ai fait la connaissance. Alors, et ça, c'était quand je suis arrivé, donc que je connaissais personne, j'ai rencontré des anciens de Sciences Po qui m'ont ouvert leur carnet d'adresses, qui m'ont ouvert leur réseau. Ça ne m'a pas permis de trouver un emploi immédiatement, mais ça m'a permis de trouver des premières personnes qui m'ont aidé à m'intégrer, en fait, et à passer des entrevues exploratoires, comme on appelle ça ici. Parce que beaucoup de choses se passent de façon assez informelle au niveau de l'emploi. Donc, c'est simplement, l'ancien de Sciences Po peut jouer un rôle de facilitateur en disant, voilà, j'ai rencontré un ancien de Sciences Po, fraîchement débarqué à Vancouver, à Toronto, à Montréal. Ça pourrait être intéressant pour lui de te rencontrer, je te mets en relation. Et quand on fait cette mise en relation, c'est aussi gagnant pour la personne qui met en relation. Mais il faut que par derrière, le rendez-vous soit honoré, que la personne soit remerciée, un peu de suivi. Est-ce qu'on passe à la prochaine et puis Oui. on va passer aux questions parce qu'on a des questions pratiques. C'est ça, donc là, voilà, c'était simplement donc rappeler, j'aimais bien la notion d'éponge dont parlait Marie-Ève, l'humilité quand on est immigrant. Pensez pas que ça va de soi, qu'on va forcément vous répondre parce que vous êtes français, parce que vous avez fait telle chose, non. Mais si vous adoptez une posture humble, vous allez pouvoir approcher quelqu'un. Le temps de la personne est précieux, il est rare, donc remerciez-la du temps qu'elle vous donne. Soyez prêt à donner avant de chercher. Moi, c'est un peu la technique que j'adoptais. J'essayais de montrer que je participais à un événement, que telle information pouvait intéresser mon interlocuteur avant de lui demander quelque chose.
Et puis de toujours élargir un peu plus en demandant à la personne de vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre de son réseau. C'est comme ça que vous allez bâtir petit à petit un réseau. Donc là, je remettais des conseils qu'on m'avait donnés à Sciences Po Alumni. À l'époque, c'était Monsieur Didier Jean Perrin qui m'avait donné ces conseils pour écrire sur la recommandation de l'Association des sciences Sciences Po, qui est une bonne façon de contacter des gens en les mettant en valeur, compte tenu de votre parcours, compte tenu de votre expérience. J'aimerais vous solliciter, etc., pour échanger sur mon parcours. Et puis ensuite, la personne, éventuellement, vous indiquera s'il y a des opportunités d'emploi dans son entreprise. Super. Merci. Merci infiniment. Je voudrais laisser un petit 3-4 minutes pour répondre à certaines des questions. Il y en a une qui s'adresse ici directement à Élodie, en fait, plus particulièrement à Élodie, concernant l'emploi dans la fonction publique canadienne. Est-ce qu'il y a un équivalent de la place de l'emploi public et quelle est la meilleure porte d'entrée pour la fonction publique canadienne? Une bonne question. Légalement, tous les postes doivent être publiés ou je ne sais pas. Elisabeth, tu te souviens ou pas? Il y a des postes qui demandent il faut avoir une exemption pour ne pas les publier à l'externe. Quand on veut garder un poste à l'interne, il faut avoir un justificatif. Mais il y a un marché de l'emploi. Il y a un site sur lequel les emplois ouverts à l'externe sont publiés pour le gouvernement fédéral. Et ça s'appelle, ça va me revenir, mais il y en a un. Vous pouvez le chercher. Portail d'emploi gouvernement fédéral. Absolument. Oui, donc il y a clairement une plateforme centralisée. Après, la raison pour laquelle je ne sais pas ce qu'ils sont... Enfin, moi, ils m'ont contacté directement, donc c'était un peu différent. Pour ce qui est une plateforme centralisée ouverte aux contractuels, pour travailler au gouvernement canadien. Donc oui, je pense qu'un petit coup sur Google et ça se trouve. Premier emploi, notre background est franco-français. Oui aussi, c'est possible d'être employé quand on est franco-français. Il vaut mieux quand même parler anglais, honnêtement. Enfin, la langue de l'emploi au fédéral est quand même l'anglais. Sinon, il vaut mieux s'adresser au provincial et rester sur le Québec. Le côté stage à l'étranger, tout ça, c'est pas hyper grave, honnêtement. C'est plus une question de qu'est-ce que vous apportez. Donc, quand on n'a pas l'expérience de l'emploi ici, si on amène un profil particulièrement, par exemple, technologie, digital, une spécialité un petit peu difficile à trouver, c'est là que c'est vraiment plus facile de se faire employer. Après, c'est vrai que quelqu'un qui amène pas une spécialité, qui n'a pas l'usage de l'anglais courant et qui n'a jamais vécu dans le coin, c'est vrai que c'est plus compliqué avec la concurrence des gens qui font le genre d'études Sciences Po, mais à Ottawa et qui sont là et qui ont fait des stages depuis 5 ans pendant leur master. Donc, mais bon, après, ça se fait. Par contre, voilà. Si vous voulez aller travailler en région, donc si vous n'êtes pas complètement focusé sur Montréal ou les grandes villes, on a l'expérience de notre trésorier, Éric Lebon, qui a travaillé en région éloignée. Et lui, ce qu'il nous disait, c'est que son employeur investissait beaucoup en formation, donc il a pu aller chercher d'autres formations et il a eu une expérience de travail à l'extérieur dans les régions éloignées. Ça peut être extrêmement intéressant aussi. Donc, ça dépend de votre ouverture. Comment valoriser le diplôme Sciences Po chez les employeurs qui ne connaissent pas du tout l'école? Bien, Sciences Po, maintenant, participe à des rankings, des évaluations internationales. Donc, suivez le site de Sciences Po et vous allez trouver toute la logique, tous les mots-clés qui sont importants à dire. C'est quand même reconnu comme la deuxième université au monde en matière de relations internationales et de sciences politiques. Donc, maintenant que Sciences Po a ses rangs internationaux, c'est ça qu'il faut mettre en valeur.
Et ça, les Canadiens vont le comprendre. Ils vont comprendre aussi les doubles diplômes. Donc, vous mettez en valeur les universités du Canada comme l'Université de Toronto, la Munk School of Global Affairs, ou la University of British Columbia, la Souther School of Business, qui ont des réputations locales extrêmement solides. Et donc, cette association de Sciences Po avec ces doubles diplômes-là, ça rend la visibilité de Sciences Po très importante. Il y a beaucoup d'autres questions, mais j'aimerais d'abord libérer les gens qui ont peut-être des rendez-vous après 13 heures ici au Canada. Et je voudrais juste poursuivre, si tu peux, Camilla, montrer le répertoire des meilleures pratiques. Toutes les meilleures pratiques que Arthur, Élodie, Godéric ont eu la générosité de partager avec nous aujourd'hui sont en train d'être colligées, ainsi que celles qui nous viennent d'autres de nos anciens, Anne Cantet également à Vancouver, Étienne Graal dans le milieu financier à Montréal, Éric Lebon, j'en parlais. Enfin, il y en a plusieurs comme ça qui s'expriment sur les questions de formalité. Toute cette présentation va vous être distribuée, je pense. Donc, vous aurez quelques petites capsules supplémentaires sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Et le tout va être structuré dans un répertoire de meilleures pratiques qui va être lancé de manière à accompagner notre programme dont Godéric parlait, Welcome Buddies, les camarades d'accueil, avec le logo spécifique que nos camarades d'accueil vont mettre sur leur profil LinkedIn. Donc, tout ça, c'est en développement. Ça fait partie de nos plans pour cette année, qui est notre 10e année d'existence comme association incorporée au Canada et qui est en même temps le 150e anniversaire de Sciences Po, comme Camilla et Martine sur lesquels Camilla et Martine sûrement travaillent. Donc, ce sont tous des plans qui vont être développés cette année. En attendant, je vous encourage à vous inscrire à la page du Canada sur le nouveau site des alumni. Je ne sais pas si vous êtes tous déjà inscrits, mais vous pouvez vous abonner à la liste d'envoi et donc vous recevrez les nouvelles. Il y a également nos plateformes LinkedIn, Facebook, Twitter et notre courriel sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Donc, tout ça, ça va vous être envoyé avec cette présentation-là. Donc, pour ceux qui doivent nous quitter, c'est la fin de la partie formelle de notre réunion aujourd'hui, mais on va continuer avec les questions pour ceux qui peuvent rester. Il y avait Bruno nous parlait de conflict management at work. How does it compare? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des Canadiens qui veulent intervenir sur cette question-là? Ou des gens qui ont de l'expérience de travail au Canada? Des observations spécifiques? Je pense qu'on se dit les affaires, mais toujours dans le understatement, si je peux dire. Right, Arthur? Like, when your boss tells you it's okay, it doesn't necessarily mean it's okay. It means it needs improvement. So, la politesse canadienne fait qu'on va toujours être dans le understatement. Donc, il faut être à l'écoute des codes, effectivement. Mais essentiellement, je pense qu'on se dit, les choses se disent. Et évidemment, dans la fonction publique canadienne, il y a toutes sortes de mécanismes de gestion des conflits. Je suis sûre que c'est la même chose dans le privé. Marie-Ève, est-ce que vous avez des observations, Thierry et Marie-Ève, sur cette question-là? Je pense que vous êtes en mute. Voilà. Oui. Pas particulièrement. Non, en fait, je laisserais peut-être d'autres commenter. J'ai pas d'informations, pas d'expérience particulière là-dessus.
Une autre question, est-ce qu'on peut s'inscrire au groupe LinkedIn? Oui, le groupe LinkedIn, Godéric, tu peux peut-être commenter sur notre groupe LinkedIn des Anciens Oui. du Canada. Oui, le groupe est public, accessible. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les questions? Journalisme, politique et environnement. Quelles universités partenaires de Sciences Po pouvez-vous me conseiller? Ben, la Monk School of Global Affairs, définitivement, est un excellent programme pour ce à quoi tu t'intéresses, Candice, et pour lequel on a un double diplôme. C'est à l'Université de Toronto et c'est la grande école reconnue en matière de questions globales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Excellent. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir participé à cette réunion-là. On se retrouve en octobre pour le prochain Vivre et Travailler. Et cette fois-ci, on s'en va en Chine. Et j'anticipe avec un énorme plaisir cette rencontre-là parce qu'il faut se le dire, entre la France et le Québec, bien qu'on prenne 2 pas en arrière avant d'en faire 3 en avant, je pense que quand on s'en va en Chine, c'est peut-être une centaine de pas qu'on prend en arrière avant d'en faire en avant. Et c'est tout un cheminement qui va être extrêmement intéressant. N'est-ce pas, Camille? Bonsoir à tous. J'ai une petite remarque. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Yomé Kimel de Stellantis. Oui, bonjour. Bonjour. En effet, comme moi, je suis d'origine chinoise, je travaille chez PSA. Maintenant, ça s'appelle Stellantis. Donc, j'ai posé tout à l'heure une question parce que si vous faites la même science avec la Chine à cette heure-ci, pour la Chine, ça sera minuit, parce que mon intention, c'est éventuellement de pouvoir y contribuer un petit peu, de poser la question à la ressource humaine de groupe Stellantis en Chine. Est-ce qu'il y a des anciens de Sciences Po? Parce qu'eux, ils ont plusieurs années d'expérience en Chine, donc ils vont pouvoir répondre à des questions. Et aussi dans le contexte d'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, sur le plan Covid, sur le plan de crise, chips crisis, ça impacte énormément, pas que les sociétés automobiles, et beaucoup de secteurs. Je pense que c'est intéressant d'avoir, si j'arrive à trouver quelqu'un pour y participer, mais l'heure, clairement, ça pose des problèmes pour tous ceux qui travaillent. Faire une conférence à minuit avec en charge de travail très lourd, c'est difficile de faire une conférence avec des participants en France à minuit en quelque sorte. Donc les créneaux, ça va être un frein pour je pense que Camilla la séance suivante. Merci Kimel pour la remarque. En effet, bien évidemment, ça va être adapté au créneau et au fuseau horaire avec la Chine. Donc, nous avons une section très dynamique basée en Chine, une section d'alumni en Chine avec laquelle nous sommes en communication, en coordination en ce moment. Donc, la date n'a pas encore été fixée en fonction de l'agenda des participants, des intervenants. Néanmoins, ça va être à peu près à 12h30 heure de Paris, afin de pouvoir être à 18h30 heure de Shanghai, par exemple. Ah d'accord, ok, parfait. Vous aurez, alors suivez-nous, je vous invite, je fais cette petite remarque, je vous invite, que vous soyez au Canada, en Chine, en Europe ou en Afrique, à vous connecter à notre site internet des Sciences Po Alumni. Il faut tout simplement choisir un mot de passe, cela est gratuit, et recevoir la newsletter afin d'être à jour sur toutes nos nombreuses activités. Voilà, en tout cas, merci. Vraiment, c'était extraordinaire votre présentation. Merci de nous laisser aussi tout ce matériel que nous allons vous envoyer par mail, parce que je pense que cela va être très utile pour les jeunes diplômés et les étudiants qui voudraient tenter leur aventure au Canada.
Peut-être ils pourront aussi vous contacter directement ou contacter les intervenants si vous en êtes d'accord. Donc, vraiment, un grand merci. Je remercie encore Elisabeth, Godric et à tous les amis, tous les alumni au Canada. Merci à tous. Une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver et à retourner sur la page LinkedIn des Anciens du Canada ou abonnez-vous à nos listes de diffusion. On sera très, très content d'être en contact avec vous. Au revoir.